Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Crypto Hebdo. Très content de vous retrouver en ce mardi 9 septembre. Alors il s'est passé pas mal de choses sur le marché depuis ma dernière vidéo. Je pense qu'il était temps de faire un point là-dessus. On a Dogecoin qui va lancer son ETF. Ça sera cette semaine, je crois que c'est jeudi. On a Bitcoin, Ethereum qui se maintiennent là aussi très bien sur des niveaux clés. On va regarder tout ça ensemble. On a le marché des meme coins qui frétille et l'IA aussi qui pourrait faire son grand retour. Donc voilà le sommaire pour cette vidéo d'aujourd'hui. Je vais essayer de faire ça short and sweet. On va aller voir les graphiques, Bitcoin, Ethereum, Solana, on va regarder la dominance, on va regarder un petit peu la alt season. Je pense que ça y est, là, on devrait avoir quelque chose d'intéressant. Alors j'ai titré cette vidéo la dernière chance de la dernière chance des dernières chances. Je pense que le message est clair. Il me semble que c'est maintenant ou jamais si on croit que le cycle n'est pas terminé, ce qui n'est d'ailleurs pas une vision partagée par tout le monde. Il y a encore, dernièrement, on a eu beaucoup de gens, d'émotions, on va dire, sur les réseaux sociaux, où tout le monde disait que le top avait été atteint sur ce cycle. Alors je ne fais pas partie de cette école de pensée. Cela dit, je pense qu'on arrive vraiment là vers la fin du cycle. Donc il me semble que c'est pas mal la dernière opportunité pour rentrer sur le marché, pour ceux qui avaient encore des liquidités. Et après ça, si les signaux qu'on est en train de voir se confirment, eh bien je pense qu'on devrait avoir le dernier mouvement du cycle, la dernière jambe haussière. C'est elle qui est généralement la plus forte, la plus violente, celle qui va nous amener les meilleures performances, mais c'est aussi celle qui est la plus difficile à naviguer. Alors attention au FOMO. Je pense qu'on devrait avoir pas mal d'émotions là sur le marché dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc il va falloir rester fort. Si vous n'avez pas de stratégie de sortie, encore une fois, je vous invite dès maintenant, pendant que le marché est encore, on va dire, à l'état de bouillonnement, prenez un stylo, prenez un papier et marquez tout simplement vos objectifs. Ça va être important de garder la tête froide, encore une fois, si le plan se déroule comme j'ai l'impression qu'il va se dérouler. Et puis, après ça, eh bien, je pense qu'il sera trop tard pour rentrer sur le marché. Ça y est, là, on commence à changer un peu les termes, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, on a eu du temps pour se positionner. Là, je pense qu'après, aujourd'hui, après cette semaine, on va dire, je crois qu'il sera vraiment trop tard pour rentrer sur ce cycle-là. Il faudra seulement penser à sortir ses profits. Voilà. Donc, le petit topo du début est dit. Je rappelle que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, vous devez faire vos propres recherches. Je vous partage simplement mes positions sur le marché, ce que moi je fais, comment j'analyse les choses et voilà, si ça vous aide dans vos recherches, tant mieux, mais vraiment ça ne vous dispense pas de faire vos propres recherches, j'insiste là-dessus. Alors on va revenir sur la clôture mensuelle du coup, puisque je n'avais pas fait de vidéo à la fin du mois d'août, donc finalement eh bien, on a eu un été qui était plutôt pas mal. Donc on regarde ici Bitcoin contre le dollar américain en mensuel et nous sommes actuellement à 111 000 $. Donc Bitcoin tient bon, il tient les niveaux importants. Alors on a une petite stabilisation là depuis maintenant un peu plus que 2 mois. On a quand même eu un point haut qui a été touché le mois dernier. On est monté à 124 000 $. On va aller voir en weekly. Ce sera peut-être un petit peu plus visuel. Voilà, c'était ici. Ensuite, eh bien, les semaines qui ont suivi, on a retracé. C'est là que les gens ont eu peur. En fait, j'ai l'impression que depuis le début du cycle, on call des tops à chaque semaine quasiment. En tout cas, sur X, c'est assez évident. Et je pense que tant qu'on sera dans cette vision du marché où on pense tout le temps que le top a été atteint et qu'on est dans la peur, eh bien, je pense que le cycle ne se terminera pas. Parce qu'en fait, un cycle, et surtout en crypto-monnaie, mais de façon générale, on a toujours besoin de finir dans l'optimisme et l'euphorisme. Et si tout le monde a peur, eh bien, ça ne peut pas être la fin du cycle, tout simplement pour des raisons de liquidité. Donc, de mon côté, je ne crois pas que le cycle est terminé. Je ne pense pas qu'on a vu le plus haut sur Bitcoin. Je pense qu'on pourrait avoir une dernière jambe haussière qui pourrait monter vers 150 000 $. Cela dit, je pense qu'on a une rotation qui est en train de se mettre en place et c'est ce qu'on va regarder juste après. Mais pour moi, Ethereum, ça y est, a pris le relais déjà depuis la dernière vidéo que j'ai faite. J'en avais parlé. Mais on voit effectivement que là, dans cette petite période de stabilisation, eh bien, Ethereum tient mieux que Bitcoin
Ethereum est venu capter vraiment une grosse partie de la liquidité du marché. Et là, avec ce qui est en train de se passer en ce moment, vous le savez que ce mois-ci, alors là maintenant, les statistiques sont vraiment presque unanimes. On est presque à 100% de chance que Jérôme Powell va décider de baisser les taux d'intérêt de la Fed. Il l'a annoncé en fait au mois d'août. C'est ce qui a permis aussi d'ailleurs au prix en général de la crypto de bien monter au mois d'août. On va voir, Bitcoin c'était plus tranquille, mais on a eu des très belles choses qui se sont passées sur les altcoins. Donc bref, ce mois-ci, pas mal de choses. On va voir la baisse des taux d'intérêt qui devrait donc ramener, on va dire, un mode risk-on sur le marché. Donc pour rappel ce que c'est, eh bien c'est tout simplement quand les taux d'intérêt sont bas, on va avoir plutôt un appétit pour les actifs risqués parce qu'à ce moment-là, on veut aller chercher de la performance. Et si à l'inverse, les taux d'intérêt sont hauts, eh bien ça veut dire qu'on gagne, on va dire, des intérêts plutôt intéressants sans avoir besoin de prendre de risques. Donc à ce moment-là, on va être plutôt sur du risk-off et c'est là que la crypto-monnaie, c'est plus compliqué. Donc on avait besoin de ces baisses de taux d'intérêt. Déjà, depuis un moment, on en parle. C'est vrai que Jérôme Powell a joué la prudence et c'est très bien, je pense, parce que quand on baisse les taux d'intérêt, ce que ça veut dire, c'est qu'on va imprimer. Donc ça peut amener de l'inflation. Donc on veut s'assurer dans un premier temps que l'économie est solide et que l'inflation est contrôlée. Et à ce moment-là seulement, le gouvernement veut imprimer, pas autrement, parce que sinon c'est vraiment terrible pour la monnaie. C'est vrai qu'à court terme, on est content parce que les marchés montent, mais globalement, eh bien, on continue d'évaluer la monnaie. Et si on dévalue la monnaie, eh bien, c'est tout simplement une taxe invisible. On va tous, vous et moi, perdre notre pouvoir d'achat, donc c'est vraiment important de détenir des actifs. De toute façon, c'est la raison pour laquelle tout monte. Est-ce que c'est le marché qui monte? Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de liquidité? Est-ce que c'est parce qu'on le compare à un dollar qui est de moins en moins fort? Voilà, c'est un peu toutes ces réponses-là. Par contre, le truc aussi, c'est que la Fed a un deuxième mandat, et ce mandat-là, c'est de veiller à ce que le marché de l'emploi aux États-Unis se passe bien. Et là, c'est vrai qu'on a eu des données qui sont un petit peu moins hautes. Donc, forcément, la Fed est obligée de réagir. Et elle n'a qu'un seul bouton pour répondre à ces deux mandats. Donc, d'un côté, contrôler l'inflation, mais de l'autre côté, assurer que il y ait une économie qui soit solide, un marché de l'emploi qui soit vif. Et donc là, la baisse des taux d'intérêt devrait a priori aider le marché de l'emploi. Ça veut dire que on va accorder plus de prêts, les entreprises vont pouvoir emprunter, ça va créer de l'emploi. Donc vous comprenez comment le même indicateur finalement, il va avoir un impact sur la monnaie, mais aussi sur le marché de l'emploi. Donc voilà, ça pose le cadre. On a aussi, à mon avis, le petit Sparkle. On va aller voir tout à l'heure le graphique, mais Dogecoin va avoir son ETF. Ça devrait être jeudi, je le disais en introduction, et je pense que c'est peut-être la petite étincelle qui nous manquait pour vraiment lancer cette fameuse alt season dont on parle depuis plusieurs mois en fait, j'ai quasiment dit plusieurs années, mais non, plusieurs mois. Alors voilà, donc Bitcoin tient pour l'instant les niveaux, tant qu'on n'enfonce pas ce petit niveau là que j'ai tracé en rouge pointillé, pour moi on est correct. On pourrait même redescendre, tester les 100 000, en vérité, ce ne serait pas la fin du monde. On a, si on reprend un petit peu de recul, toujours une tendance haussière qui est très claire. Alors attention, bien sûr, tout le monde l'a vu, au niveau de l'oscillateur, on voit que ça réduit. Donc, ce que ça veut dire, c'est que on a quand même un mouvement qui s'affaiblit, c'est normal. Je vous l'ai dit, on arrive en fin de cycle. Je pense qu'on pourrait venir tester une dernière fois cette trendline, voire peut-être la casser un petit peu. Donc, on va voir comment ça se passe. Mais voilà, ça confirme qu'on est plus à la fin du cycle qu'au début. Mais je pense qu'on a encore du potentiel. On est bien resté au-dessus de la moyenne mobile weekly 50, au-dessus du nuage. Tout est très bien aligné. Si on va voir en journalier pour aller sur une unité de temps un peu plus courte, c'est la même chose. On voit que Bitcoin se maintient très bien. Il continue de faire des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. Alors Ethereum maintenant, on va aller le voir en weekly. Eh bien vous le voyez, on est allé chercher un ATH, donc ça s'est passé au mois d'août, je vais mettre en mensuel rapidement. Donc très très beau mois pour Ethereum, je vous l'ai dit tout à l'heure, il a pris plus de force que Bitcoin là depuis quelques semaines. 34%, on est allé chercher, on a clôturé à 18%. On est venu rechercher notre plus haut qui n'avait pas été atteint depuis novembre 2021 quand même. Donc ce qui est en train de se passer, c'est pas anodin. Est-ce que c'est la fin du cycle? Là, c'est la même chose. J'ai tendance à penser qu'on est plutôt en train de casser une énorme figure tasséance qui a duré plusieurs années. Et ce genre de cassure peut entraîner un mouvement vraiment parabolique. Donc je pense qu'on est plutôt vers le dernier mouvement que vers la fin du cycle.
Et voilà, donc on a eu énormément de mouvements sur Ethereum. Je reprends juste rapidement. Rappelez-vous, la grosse peur, on l'a eu au mois d'avril, avril 2025, où on est quand même redescendu chercher les 1300 $. Pensez-y un instant. Là, on est au-dessus des 4000 $. Si je vais en weekly, vous le voyez, Ethereum n'a pas laissé beaucoup de chance. Il est parti directement, 245% en à peine quelques mois. On a eu cette petite stabilisation ici. C'est là que, petit mouvement baissier, les gens se sont dit, bon, c'est terminé. Boum, on a réintégré et c'est parti très vite. Là, on a fait en 4, 5, 6 semaines plus que 100% sur la deuxième plus grosse crypto en termes de capitalisation. Donc là, il serait tout à fait normal, c'est ce qui s'est passé sur toutes les cryptos quand elles sont arrivées sur un plus haut. C'était le cas pour Bitcoin, c'était le cas pour Solana et pour beaucoup d'autres. Donc, moi, je m'attends à voir une stabilisation autour de la TH qui pourrait durer plusieurs semaines et puis ensuite, à mon avis, Q4, on verra, ou peut-être plus proche, ça dépend. On va voir ce qui va se passer sur le marché. On devrait avoir cette cassure et donc le dernier mouvement qui pourrait emmener Ethereum probablement vers les 6 000, 8 000 $. Alors, je ne pense pas qu'on va aller chercher nécessairement les 10 000 $, on verra, c'est possible. Mais voilà, sans viser aussi loin, je pense que si on a un Ethereum qui fait un x2 à partir d'ici, ensuite on devrait avoir la liquidité qui devrait aller sur les altcoins et c'est là qu'on devrait avoir des beaux multiplicateurs. Solana aussi, qui a été plus tranquille dans les derniers mois, on le voit ici, est en train de se réveiller. C'est pareil, c'est très très beau ce qui est en train de se passer. Là, je suis en mensuel pour que vous voyez un petit peu. Donc, très beau mois d'août là aussi. On est allé chercher un 16% avec un petit peu de volatilité. Là, on est venu pour l'instant au-dessus d'un niveau clé important. C'est le chiffre psychologique des 200 $. On est à 213 $ présentement. Je vais aller voir en weekly, on va voir un petit peu mieux. Donc voilà, ici au niveau du RSI, on a quelque chose de très beau, un beau mouvement qui est en train de se construire. Donc je pense qu'on devrait retourner à la TH. Ça devrait se passer prochainement, on le voit en journalier, ce mouvement est vraiment en train de se construire. On a une stabilisation, on n'est pas du tout en surachat. Donc on a de la place au niveau des oscillateurs. On a des volumes qui sont en train de remonter aussi tranquillement. On le voit ici avec cette moyenne mobile 50 des volumes. Donc on est en train de remonter tranquillement. Je pense qu'on devrait aller chercher la TH prochainement et probablement aussi aller chercher un peu plus haut. Donc objectif peut-être. Prochaine extension de Fibonacci, on était à 473. Donc voilà, je pense que ce serait un objectif intéressant et réaliste pour Solana. BNB, lui est parti en ATH. Il bouillait déjà depuis plusieurs semaines. Vous le voyez, ce genre de mouvement qui prend du temps, qui s'est fait au niveau des ATH, quand ça casse, ça part. La cassure s'est faite au mois de juillet, c'était mi-juillet, et on est allé là chercher presque les 900 $, je crois qu'on les a chatouillés. Donc depuis la cassure, effectivement, on est allé chercher un 30%. Donc BNB très intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est, vous le savez, la crypto-monnaie du plus gros exchange. Donc ce que ça veut dire tout simplement, c'est qu'on a des utilisateurs qui arrivent sur l'exchange. BNB a mis en place tout un mécanisme, un incitatif d'avoir du BNB parce que ça baisse les frais sur la plateforme, ça permet de participer à des lancements de tokens, pas mal de choses qui sont faites en arrière. Donc quand le prix de BNB monte, ça veut dire qu'on a de l'activité et probablement ça confirme qu'on a de plus en plus de gens là qui arrivent, de retail pour cette fin de cycle. Donc très intéressant de voir un BNB se maintenir comme ça à 873 $ en ce moment. Alors maintenant, on va aller voir Doge parce que je pense que c'est Dogecoin qui va lancer la dernière phase du cycle. Alors Dogecoin, vous le savez, c'est le premier meme coin historiquement. C'est le meme coin qui a fait parler énormément de l'écosystème, on va dire, à la télévision, dans les chaînes médiatiques et auprès du grand public. On avait eu un cycle complètement fou lors du dernier cycle. Vous voyez ici, 23 000%. En quelques mois, c'était absolument fou. Le top avait été atteint, c'était quand Elon en parlait énormément, je me rappelle. Il était passé à une grosse émission aux États-Unis, j'oublie le nom. Je crois que c'est Saturday Night Live ou un truc comme ça. Bref, il était passé à la télévision pour parler de Dogecoin. Ça avait été le pic au top. C'était le 3 mai 2021. Ensuite, Dogecoin a baissé, comme tout le reste. On était parti en bear market.
Il avait bien stabilisé. Ensuite, on voit quand on a des grosses bases comme ça, ça veut dire que on a des gens, on a des accumulateurs, les vendeurs sont partis, les acheteurs tout simplement grossissent leur position. Et ensuite, on est parti. On a eu quand même un beau cycle haussier, je dirais. Alors, ça n'a pas été aussi violent que d'autres crypto-monnaies, mais on s'est très bien maintenu à chaque fois. On voit des plus hauts de plus en plus hauts. Les plus bas ont été respectés. On avait ici une tangente que j'avais tracée, vous le voyez, elle a été respectée vraiment à la lettre à chaque fois. Donc pour moi, on a une charte qui est extrêmement belle. Au niveau, ici, on a eu quand même un peu d'agitation, une belle verticalité. Vous vous rappelez, c'était pendant les élections. Parce que tout simplement, c'était devenu un investissement proxy sur le gouvernement américain, puisque Trump avait annoncé clairement que Elon Musk allait rentrer à la Maison-Blanche. Comme Elon Musk est beaucoup associé à Dogecoin, ça avait été un peu un trigger, donc on avait une très belle performance. Suite à ça, on est redescendu, on a fait un beau double bottom ici. On est venu taper à la fois la moyenne mobile 200 en weekly, donc moyenne mobile importante. On a eu la tangente, on a eu ce niveau-là clé qui avait été travaillé à plusieurs reprises lors du dernier cycle et puis pendant le bear market également. Donc là, on a quelque chose de très fort qui s'est mis en place. Au niveau du RSI aussi, on est vraiment resté sur ces zones-là. On voit qu'on a ensuite tranquillement marqué une petite divergence. Là, on se maintient au-dessus du niveau 50, donc ça veut dire qu'on est plutôt pour la hausse. On voit ici au niveau nuage, je vous fais un petit peu d'analyse technique, c'est un peu l'objectif de cette chaîne aussi. Le Kumo, on a un point faible ici, donc on pourrait très bien passer. En fait, quand le Kumo s'inverse comme ça ici, le switch, en fait, ça montre que y a une petite faiblesse dans, on va dire, dans la résistance, et là, le prix pourrait plus facilement passer au-dessus de ce nuage. Je vous rappelle que quand on passe au-dessus du nuage, en plus on est toujours en weekly 1, donc c'est un nuage important, c'est qu'on est en tendance haussière. Si on va voir en journalière, on voit que ce mouvement est en préparation là depuis le mois de juillet. On a eu une très belle consolidation, donc un biseau. On a cassé cette ligne, c'était ici le 7 septembre. Au niveau du volume, c'était pas incroyable. Par contre, le lendemain, non seulement on confirme le signal, mais en plus, on a un petit pic de volume. Donc pour moi, alors c'est pas exclu qu'on revienne faire peut-être une petite touchette juste pour valider. On est passé au-dessus du Kumo en journalier. Donc là, pour moi, il y a de la place. On devrait aller chercher un minima les 0,39 qui est le plus haut qu'on avait atteint l'année dernière. Et ensuite, on a un objectif à la TH qui est à 73 centimes. Et donc, pourquoi pas, là aussi, Doge, à mon avis, pourrait faire des plus hauts sur ce cycle-là, comme Bitcoin l'a fait, comme Solana l'a fait, comme Ethereum est sur le point de le faire. Donc, il n'y a pas de raison, a priori, que, on va dire, le plus gros meme coin de l'histoire de la crypto-monnaie ne fasse pas la même chose. Et c'est vrai que forcément, on va en reparler dans les médias et ça devrait entraîner pas mal de choses sur le marché des meme coins en général. Et quand on y pense un instant, c'est fou de voir un ETF Dogecoin qui va sortir. Ce cycle-là a été complètement incroyable. Un ETF pour Bitcoin, un ETF pour Ethereum et maintenant un ETF pour le roi des meme coins et qui traditionnellement a toujours lancé la alt season parce que tout simplement, c'est vraiment l'indicateur du risk-on que je parlais tout à l'heure. Donc pour moi, voir un Dogecoin qui part comme ça vers ses plus hauts, ça sera le dernier truc qui nous manque pour lancer la alt season. Voilà, allez, on parlait de meme coin, donc je vais vous faire un petit tour là de mes meme coins préférés. Vous le savez, moi c'est la narrative sur laquelle je suis le plus exposé sur ce cycle-là, tout simplement parce que c'est le cycle des meme coins. Solana, vous le savez, a été, on va dire, la blockchain sur laquelle on a pu lancer tout un tas de meme coins. Alors forcément, il y a eu des excès, il y a eu tout un tas de folies, il y a eu une dilution de la liquidité sur tous ces projets-là. Maintenant, je pense qu'en fin de cycle, les meme coins, on va dire, qui sont là pour rester, commencent à être évidents. Pour n'en citer que quelques-uns, on a PP. Bien sûr, vous le savez, j'en ai parlé plusieurs fois, vous l'avez vu dans des memes. C'est un des rares meme coins derrière Doge, je trouve, qui a cette vision, cette notoriété auprès aussi d'un public qui n'est pas dans la crypto. Même plus que Shiba Inu, selon moi, alors que Shiba est toujours plus haut en termes de capitalisation. PP était monté à quand même 11 milliards de market cap quand on est allé le chercher, là c'était à la fin de l'année. Là depuis, on a eu une belle frayeur comme sur tous les projets. On a quand même maintenu des niveaux clés. Ensuite, stabilisation, on sent que ce mouvement est en train d'arriver à sa fin. On voit qu'on commence à avoir des divergences, si vous regardez. C'est le cas en fait sur la plupart des crypto-monnaies. Vous voyez ici des plus bas
qui sont plus bas, mais qu'au niveau de l'oscillateur. Je ne sais pas si c'est très visible, mais on voit ces plus bas ici qui sont en train de monter doucement, et ensuite ça part. Donc voilà, pour l'instant on a encore un petit peu de résistance, mais j'ai l'impression, là je vous montre PP, mais on va faire plusieurs meme coins, vous allez voir, c'est un peu la même chose. On a Brett. Alors Brett c'est la même chose puisque c'est son ami, hein, c'est le personnage de Matt Fury. Brett qui est aussi la mascotte de Coinbase qui est aujourd'hui, à mon avis, même plus que Binance, l'exchange qu'on associe au retail, tout simplement pour sa simplicité d'utilisation, aussi le fait qu'il soit compliant avec le gouvernement, avec la régulation, donc Coinbase est disponible très largement dans la plupart des pays. Donc même chose ici, hein, on voit qu'on a un beau mouvement à mon avis qui est en train de se préparer. Pour l'instant on se maintient là toujours en dessous de cette moyenne mobile 200. On a de la place si on retourne en ATH, on parle quand même de 400%, donc un x5 juste sur un retour en ATH. Et à savoir que tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant sur ces meme coins associés à Ethereum, hein, notamment PP, Brett et Mog aussi, que je voulais vous montrer que j'aime bien, eh bien ça a été fait pendant une période où Ethereum finalement sous-performait le marché. Hein. Vous vous rappelez, début du cycle, Ethereum, c'était pas incroyable. Là maintenant, Ethereum, c'est l'inverse, on le voit, il capture la liquidité, on le voit au niveau des ETF, on voit qu'il fait mieux que Bitcoin. Donc imaginez que des altcoins qui sont toujours considérés comme des investissements proxy sur une blockchain, donc quand on investit dans PP, eh bien c'est tout simplement chaque meme coin, si vous voulez, on va dire mascotte, va capter un pourcentage de la liquidité sur une blockchain. Donc si vous regardez la liquidité qu'on a sur Ethereum, on peut faire des calculs pour estimer quel pourcentage, on va dire, de la liquidité tel ou tel meme coin pourrait aller chercher. Ça nous donne comme ça des idées, des objectifs qu'on peut aller chercher si le marché repart. Donc moi je pense que sur ces meme coins là, on devrait avoir une très belle fin de cycle parce qu'ils ont eu plusieurs baisses, les vendeurs sont sortis. Ils ont une notoriété, on voit qu'on a des communautés qui restent actives même quand le prix baisse. Donc on crée vraiment ce côté culte que Mourad a très bien documenté. C'était l'année dernière déjà. On voit que SPX d'ailleurs, le projet qu'il a le plus mis en avant, eh bien lui a déjà fait un ATH cet été, hein, au mois de juillet. Fin du mois de juillet, on était déjà en plus haut. Et il a été listé aujourd'hui, je crois, ou hier, mais je crois que c'est aujourd'hui, sur Coinbase. Donc voilà, des meme coins qui étaient vraiment plutôt des projets, on va dire, de communauté de culte, sont aujourd'hui disponibles à l'achat pour tout le monde, pour le commun des mortels, sur des gros exchanges. Donc ça veut dire quand même quelque chose. Donc là, il corrige un petit peu comme tout le reste du marché. Aujourd'hui, hein, c'est plutôt une journée rouge. Mais voilà, je pense que c'est pareil, SPX, on devrait avoir des choses intéressantes. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Fartcoin aussi, hein, Fartcoin qui était parti pendant, plutôt quand le marché était en bear. C'était plutôt début d'année. En fait, on le voit ici, hein, en mars, on avait fait une remontée qui était assez incroyable. Mars, avril, mai. Depuis, il a pas mal corrigé, consolidé. Forcément, il avait fait une très très belle performance. Je pense que là, on pourrait avoir possiblement une reprise sur Fartcoin. On le voit, on a eu une cassure importante ici avec du volume. Donc pour moi, là, c'est un projet à surveiller en tout cas. Alors le nom, forcément, il fait rigoler. C'est le concept tout simplement. C'est de capter de l'attention. Et on en a déjà parlé dans les réseaux. J'ai vu sur les médias aux États-Unis un projet Fartcoin qui arrive à plusieurs milliards de capitalisation. Forcément, ça fait parler. Dans cette veine-là, il y a un autre projet sur lequel je suis exposé depuis plusieurs semaines. Pareil, ce n'est pas un conseil en investissement. Je vous partage en toute transparence ce que je fais. Alors, beaucoup de lignes, on va juste tout masquer parce que sinon, vous n'allez rien voir. Alors, Useless, projet intéressant. C'est un projet qui a été lancé sur Bonk. Alors, petit rappel du coup pour ceux qui n'ont pas suivi, vous le savez, c'est principalement sur PumpFun qu'on a eu des lancements de tokens et de meme coins pendant ce cycle-là. Donc c'était un projet qui avait été lancé sur Solana et qui depuis a son propre token, hein, on le voit ici, Pump, qui a eu une petite corrigée là depuis son lancement, mais qui depuis s'est bien repris, hein, on le voit ici, je suis en journalier, depuis fin août, on a eu quand même un 65% de hausse.
Mais Bonk, donc j'y reviens. Bonk est un meme coin, vous le savez. Pareil, c'est un meme coin qui a commencé à performer. C'était même avant ça, c'était pendant le bear market. C'est lui qui a relancé un petit peu la liquidité sur Solana. Donc il a vraiment un rôle clé dans l'écosystème. Eh bien Bonk, l'équipe est extrêmement active, il continue de développer, il continue de lancer par rapport à d'autres meme coins qui finalement font pas grand chose. Là on a une équipe qui est vraiment dynamique et ça explique pourquoi Bonk a une très belle performance, à la limite quasiment mieux que Pepe, je trouve, il s'est très bien tenu. Si vous voyez ce gros mouvement aussi ici, eh bien c'est quand ils ont annoncé qu'ils lançaient finalement une plateforme pour créer des meme coins, donc on crée des meme coins sur la blockchain de Bonk. Il y en a eu tout un tas qui ont été lancés et celui qui a eu le plus gros succès, c'était Useless. Je me mords encore les doigts parce que à peu près par là, j'en avais entendu parler. Il y a un personnage qui est très influent sur X et dans cet écosystème-là qui s'appelle Bongai. Et Bongai en avait parlé. Le token avait été mis en plus sur KuCoin, donc un exchange tier 1. Donc il était relativement facile à acheter sans passer par des swaps et compagnie. Et je ne suis pas rentré dessus, en toute honnêteté. Ensuite, quand il est parti très vite et je m'attendais à ce qu'il corrige et il n'a jamais corrigé. Il est parti extrêmement vite puisqu'il a fait un genre de 4000% en quelques mois. Et en plus, ce mouvement a eu lieu quand tout le marché était dans le rouge. Donc c'était vraiment, vraiment impressionnant. Alors quand même depuis, je l'ai mis dans mon radar, je l'ai suivi, j'ai attendu qui retrace, qui consolide. Donc là, on a eu une belle retrace. On a eu ensuite un listing le même jour qui a eu lieu sur Coinbase, sur Binance US et sur Kraken, le même jour. Et il a été listé en perp sur Binance. Donc clairement, on voit qu'il y a de la demande, il y a de l'attrait sur ce projet-là. On a Bongai avec tout un tas de gros influenceurs qui continuent d'en parler. On a eu ce mouvement-là ici qui a fait peur et depuis, on a réintégré. Donc, je pense que il peut se passer des choses intéressantes sur Useless. On est dans la même idée que Fartcoin, c'est-à-dire qu'on est sur un nom un peu improbable. En gros, on va dire leur credo est très simple. Ils disent toutes les cryptos ne servent à rien. C'est Useless. Useless, on est finalement le projet le plus honnête. On le dit, ce projet ne sert à rien. Après, voilà, il y a tout un marketing autour de ça. Et voilà, je pense que ça pourrait marcher, honnêtement. On a eu ici un biseau descendant. Bon, là, du coup, ça retrace tout. Désolé pour tout ça, c'est les extensions de Fibonacci. J'étais en train de regarder des objectifs, mais on voit qu'on a eu ce canal descendant qui a cassé. Là, c'était vraiment début septembre. Et depuis, on a fait une très belle hausse, je crois presque 60%, c'est ça, ouais. Là, il corrige un petit peu aujourd'hui. Il vient retester ce niveau. Donc voilà, je pense qu'on est sur un point intéressant pour Useless. Et je pense qu'il devrait repartir à mon avis, en ATH. Voilà, dans les prochaines semaines, si tout ce que j'ai discuté tantôt se confirme. Voilà, après Pengu, on peut parler de Pengu, même chose. On a eu cette cassure, alors là je suis en 4 heures, je vais juste me remettre en weekly. Pengu, vous le savez, on en avait déjà parlé sur la chaîne, avait complètement explosé. Rappelez-vous de ce moment où tous les gros comptes étaient en train de changer leur profile picture. Qui mettait un NFT Pengu. C'était quand même fou. Donc hausse de 450% en quelques semaines à peine, 1, 2, 3, 4 semaines en un mois. Ensuite, consolidation tout à fait normale, en plus sur une zone clé d'ATH. Et là, on voit que potentiellement, on est en train de sortir. Alors, on va voir si c'était un fake mouvement, attention. On verra à la fin de la semaine. On est juste mardi. Mais en tout cas, on a eu là en journalier une belle cassure avec du volume. Donc voilà, on pourrait très bien avoir un Pengu qui reprend et qui s'affranchisse de cette dernière résistance pour aller explorer des nouveaux cieux. Voilà, je pense que ça fait pas mal le tour. Si on va voir vite fait au niveau de l'IA, on a Render là qui commence à remontrer des signes de vie très intéressants. Si on regarde en weekly, on est sur des niveaux super intéressants. Ce que je vous disais tout à l'heure, la dernière chance de la dernière chance. Clairement, pouvoir rentrer maintenant à ce prix-là sur des tokens qui sont clairement, on va dire, les leaders sur leur narrative, à savoir l'intelligence artificielle. Donc je pense à Tao également. Même chose, Tao. Voilà, je pense que c'est une opportunité si on croit que le cycle n'est pas terminé et qu'on va rentrer dans cette dernière jambe haussière.
Au niveau, et puis on va tranquillement clôturer la vidéo. Au niveau dominance, du coup, où est-ce qu'on en est? Ça aussi, c'est un élément clé. On le voit en weekly, la dominance, pour moi, le plus haut a été touché à 66%. Depuis, on a redescendu. On le voit en journalier que c'est vraiment une belle tendance baissière, qu'à chaque fois qu'il essaye de remonter, maintenant, finalement, les moyennes mobiles servent plutôt de résistance et le prix redescend. Donc, par rapport à, regardez-moi ce canal qu'on a eu, c'est pour ça que Bitcoin a autant surperformé par rapport à tout le reste. En fait, cette dominance-là, ce graphique en témoigne très bien. Bitcoin a toujours eu plus de force sur le marché. Et là, eh bien, on pourrait assister à un mouvement de baisse. Alors, est-ce qu'on retournera chercher les 45% qu'on était allé chercher à chaque fois, au moins 2 fois en tout cas, sur 2 cycles différents? Eh bien, si c'est le cas, ça sera vraiment un gros red flag et il faudra urgemment sortir du marché parce que ça sera la fin du mouvement. Mais même si on ne va pas chercher jusque-là, si on retourne chercher peut-être ici, on voit que c'est un niveau important, donc aux environs des 50% de dominance, eh bien ce 8-9% de dominance qu'on va laisser, eh bien c'est des milliards de capitalisation qui vont tout simplement ruisseler vers Ethereum dans un premier temps et ensuite vers le reste des altcoins. Si on regarde cet indicateur aussi que j'aime bien, donc là vous prenez la dominance des 2 plus gros stablecoins, à savoir USDT et USDC, et vous regardez tout simplement comment ça fonctionne. Donc quand vous avez une dominance qui est haute, eh bien on est tout simplement plutôt sur des bas de marché en fait, parce que ça veut dire que les gens sont globalement en stablecoin. Et donc c'est un bon moment pour acheter les projets. Et quand la dominance est basse de cette somme, eh bien ça veut dire tout simplement que globalement les gens sont plutôt investis et que c'est le temps de prendre des profits. Donc ça a été un bon indicateur depuis cette année en fait. Et on voit qu'il y a ces niveaux-là qui ont été très bien respectés à plusieurs reprises. Donc c'est pour ça que j'avais tracé cette ligne à 5%. Je pense que si on redescend jusqu'ici, là aussi, ça sera, à mon avis, un indicateur qu'il faudra sortir du marché. Au niveau de la performance Ethereum contre Bitcoin, on le voit ici. Ethereum là, a clairement repris du poil de la bête depuis le pic au bottom qu'on avait fait ici. C'était chirurgical comme touchette de niveau. Solana Bitcoin, c'est la même chose. Là, Solana est en train de reprendre de la force. Il était vraiment en baisse depuis le début d'année. Donc là, on est repassé au-dessus des moyennes mobiles weekly. Il reste le nuage à passer, mais je pense qu'on pourrait remonter, chercher peut-être au niveau, au niveau des 0.045, allez, pour faire un chiffre rond. On pourrait retourner chercher ces niveaux-là. Et Total Market Cap, allez, je vais finir avec ça. Total Market Cap, vous le voyez, Total Market Cap 1, on est sur des plus hauts, c'est normal, Bitcoin a entraîné tout ça. Sur le Total Market Cap 2, ça veut dire que là, on exclut Bitcoin. Eh bien, ça y est, on est vraiment tout proche de casser ces plus hauts. Et là, pour moi, ça sera vraiment le top départ. Et si on regarde Total Market Cap 3, eh bien, c'est la même chose. Regardez-moi ce mouvement, là, on est en weekly. Donc, on a vraiment eu le temps de stabiliser. Je vais zoomer un petit peu. On le voit ici au niveau du RSI aussi. On a bien compressé. Donc, cassure des 1,13 trilliards. Eh bien, ça sera le signal. Prochain objectif, on sera ici. J'ai gardé quand même ce canal qui peut être un signal. Honnêtement, je ne pense pas qu'on aille chercher les 4 trilliards sur ce cycle-là. Je serais très surpris. Il y a eu trop de dingueries, il y a eu trop de choses. On est trop proche de la fin du cycle aussi, à mon avis. Je ne demande qu'à me tromper parce que ça voudra dire qu'on aura fait des performances complètement dingues. Mais restons, on va dire, prudents et conservateurs. On irait chercher la première extension de Fibonacci après une consolidation qui a duré plusieurs années. Ça ne me semble pas complètement déconnant. Une belle figure de ta séance. Les volumes aussi qui sont en train de monter. Donc voilà, je pense que ce serait un bel objectif. On parle ici donc d'une augmentation de 50% sur la capitalisation de tous les projets excluant Bitcoin et Ethereum. Donc vous répartissez ça sur les top altcoins de chaque narrative et puis après un peu sur les low cap. Imaginez un petit peu quel genre de multiplicateur ça peut nous donner. Allez, on va finir la vidéo sur CoinMarketCap, un petit tour rapide pour voir où est-ce qu'on est rendu au niveau des indicateurs, plutôt macro. Fear and Greed, on est à 44, donc on est vraiment sur une zone plutôt neutre. Au niveau de la saison des altcoins,
On est à 51, donc hop, on vient de passer à peine du côté des altcoins. Donc clairement là maintenant c'est plus qu'évident. Bitcoin est en train de laisser la place pour la fin du bal aux altcoins tout simplement. On le voit, il y a énormément de projets maintenant qui ont surperformé Bitcoin sur les 90 derniers jours. D'ailleurs, si on regarde rapidement ces projets, qu'est-ce qu'on a, on va dire, dans le top? Alors, on a Pengu, on a ENA, je regarde les projets qu'on connaît bien, Ethereum, WorldCoin aussi. Donc ça, pareil, je pense que ça peut être un signal pour dire que l'IA va reprendre. On a Link également, effectivement, Sei, XLM, Solana, XRP, Bonk, Hypecoin, Litecoin, Cardano, Dogecoin, Morpho, Tron, etc., Avax. On commence à avoir pas mal de projets là qui ont surperformé. On a encore des projets que je suis étonné de voir en dessous. Donc voilà, on devrait voir là quelque chose partir à ce niveau-là. Render, à mon avis, pourrait bien monter. Ton, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? AV, clairement. Voilà, si je vais plus bas, bon, peut-être Filecoin. Peut-être Monero, PP aussi qui est très très bas en ce moment. Donc voilà, pour l'instant ces projets-là sont restés plus tranquilles, mais je pense qu'ils pourraient bénéficier là de, on va dire, de ruissellement de la liquidité. Et on termine sur les indicateurs du cycle de marché des crypto-monnaies. Vous le voyez ici, pour l'instant on est plutôt en zone neutre. Donc c'est des indicateurs que je vous avais déjà montrés, c'était sur CoinGlass, mais maintenant je vois qu'ils les ont mis sur CoinMarketCap, donc c'est pratique, on a tout au même endroit. Et vous le voyez ici, on n'a encore aucun des top indicateurs, des 30 indicateurs qui ont très bien collé le top à chaque cycle. Et bien pour l'instant, aucun n'a déclenché. Donc ça confirme aussi notre théorie qu'on a de la place. Le prix de Bitcoin peut continuer de monter et globalement l'ensemble du marché avec lui. Voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. Donc c'était une vidéo peut-être un petit peu plus longue, je ne me suis pas rendu compte, mais je voulais vraiment prendre le temps de refaire un tour du marché. C'est vrai que comme je fais moins de vidéos que par le passé où j'en faisais vraiment religieusement une à chaque semaine, voilà, je voulais prendre le temps avec vous de regarder où est-ce qu'on en était, et aussi parce que, comme je vous l'ai dit en introduction et pendant cette vidéo, je pense que c'est la dernière opportunité pour ceux qui ont regardé ça, qui sont restés sur la ligne de côté tout ce temps-ci et qui veulent peut-être profiter de la fin du cycle. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, faites bien vos recherches. Je vous partage simplement moi les indicateurs que je vois. Tout semble nous laisser croire que le cycle n'est pas terminé. On n'a pas encore de surchauffe sur Bitcoin. Le prix pourrait encore monter pour une dernière jambe haussière. On voit que la liquidité, elle a bien ruisselé sur Ethereum. Maintenant, c'est clair, c'est officiel. On a les données qui backent cette hypothèse-là. On voit Solana aussi qui est en train de reprendre, donc Solana juste derrière Ethereum. On a au niveau macro la baisse des taux d'intérêt, on a l'ETF Dogecoin, on a les meme coins qui sont en train de reprendre aussi de la force depuis plusieurs semaines. Donc pour moi, on a quand même beaucoup d'indicateurs qui s'ajoutent et qui nous disent qu'il se passe quelque chose sur le marché. On sait aussi que généralement la fin d'année est plutôt positive. Le mois de septembre d'ailleurs, si on regarde au niveau de la saisonnalité, c'est pas un très bon mois. Mais depuis le début de ce cycle, on a juste des surprises. Tout le monde s'attendait à un mauvais été, finalement ça a été plutôt un bon été. Tout le monde s'attendait à un mois de septembre qui ne soit pas incroyable, et moi je pense que septembre va nous surprendre. Tout le monde s'attend à un très bon mois d'octobre, alors est-ce qu'on aura une petite surprise en octobre justement, et puis peut-être explosion sur la fin d'année, ou peut-être que ça va terminer sur ce mois-là. Bien sûr, il y a encore énormément de choses qu'on ne sait pas, il n'y a personne qui sait ce qui va se passer, donc c'est pour ça qu'il faut rester prudent, il faut respecter son risque management, il faut avoir des points d'entrée, des points de sortie qui soient évalués et décider avant même de prendre position, donc autant DTP si le trade va dans votre sens, savoir à quel endroit on sort, et des stop-loss, c'est-à-dire si le marché se retourne, si une dinguerie arrive au niveau macro et que tout pète, eh bien savoir tout simplement à quel moment on sort, à quel moment finalement notre thèse s'invalide. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à laisser un commentaire aussi. Je prendrai le temps bien sûr de répondre à tout le monde. Je vous laisse aussi en description de la vidéo un lien sur mes réseaux sociaux, donc à savoir Twitter, et également un groupe sur Telegram que j'ai lancé, sur lequel j'essaie de vous partager aussi des analyses de façon un petit peu plus régulière. Merci encore pour votre attention. On se retrouve probablement dans un mois pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine et restez prudents sur les marchés. Ciao tout le monde.